Il y a des sujets comme ça dont on parle très régulièrement et dont on ne maîtrise absolument rien alors qu'ils sont centraux. Et c'est le cas de la pauvreté. La pauvreté, on en parle, mais finalement, on ne sait pas précisément ce que c'est, on ne sait même pas précisément la définir. Et alors, quand il s'agit de parler d'économie, d'écologie, de pauvreté, alors là, on a des théories, mais on ne sait absolument pas de quoi on parle. Et donc, pour faire le point là-dessus, je reçois Élise Huillery, qui est une professeure d'économie à l'Université de Paris-Dauphine, qui est chercheur affilié dans le laboratoire qui a été créé par Esther Duflo, qui est prix Nobel d'économie, et qui est actuellement membre du Conseil d'analyse économique rattaché au Premier ministre. Et donc, avec elle, on va traiter de cette question-là, de la pauvreté. C'est quoi la pauvreté en France? C'est quoi la pauvreté dans le monde? C'est quoi l'hyper-pauvreté? C'est quoi la richesse? Et puis, effectivement, est-ce qu'on peut associer écologie et pauvreté? Comment ça fonctionne? C'est une conversation évidemment économique, mais en même temps extrêmement accessible, donc il ne faut pas que vous ayez peur du sujet, évidemment. Je vous laisse l'écouter. Allez, Blanc, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Élise. Bonjour. On va parler d'un sujet dont on entend beaucoup parler et en même temps qu'on maîtrise finalement assez peu, qui est la pauvreté. Et peut-être qu'une bonne question pour démarrer, je crois, c'est de comprendre précisément c'est quoi la pauvreté en fait. Alors, en termes de mesures, tu veux dire? En termes de mesures, la pauvreté, c'est, en France en tout cas, un écart par rapport au revenu, médian, c'est-à-dire au revenu, typique, qui, sépare la population, en 2 parties égales. Donc la pauvreté, c'est plus une mesure d'inégalité. Donc je vais expliquer pourquoi c'est une D'accord. mesure d'inégalité, parce que le revenu médian en France, c'est, 1 800 € par mois pour une personne seule. Et on va dire que quelqu'un est pauvre s'il a 60 de ce revenu médian, c'est-à-dire s'il a 1 000 € par mois, pour une personne seule. Mais si jamais le revenu médian augmentait, par exemple s'il passait à 2 500 €, Mhm. dans ce cas-là, on aurait, le seuil de pauvreté augmenterait également. C'est-à-dire qu'on ferait 60 de 2 500 €, donc ça ferait à peu près 1 400 € et toutes les personnes qui gagnent en dessous de 1 400 € seraient pauvres. Et si le revenu médian augmentait à 3 000 €, bah, ce serait du coup 1 600 € qui deviendrait le seuil de pauvreté. Donc le seuil de pauvreté, il dépend du reste de la population. Il dépend de où est la moyenne, enfin la médiane pour être plus précis, de la population. Mhm. Et donc il y a un truc qui peut paraître un petit peu absurde, mais en fait c'est pas absurde. C'est que, imaginons que tout le monde gagne 2 fois plus, ça changerait rien à la pauvreté. Parce qu'on aurait un revenu médian qui serait 2 fois plus élevé, mais on aurait aussi un seuil de pauvreté qui serait 2 fois plus élevé. Donc du coup, ça ne changerait pas du tout la proportion de personnes qui sont dites pauvres. Donc la pauvreté, c'est vraiment un écart par rapport au reste de la société. C'est pas un Mhm. niveau absolu de ressources. C'est un écart par rapport au reste de la société. Donc ce que tu dis, c'est qu'on peut être pauvre et réussir à maintenir un niveau de vie qui permet de subsister en fait quelque part. Oui, quelque part, non, tout à fait, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que, imaginons, un monde, idéal où, comme je disais, tout le monde gagne 2 fois plus d'argent, sans changer les prix. C'est-à-dire qu'on pourrait tous acheter 2 fois plus de choses. Ça voudrait dire que des personnes pauvres, ont beaucoup plus de moyens qu'aujourd'hui, mais elles seraient pauvres en relativement au reste de la société dans laquelle elles vivent. Hmm. Parce qu'en fait, ça D'accord. veut dire que les standards de vie s'ajustent et que, par exemple, je prends un exemple, aujourd'hui, s'acheter un smartphone, ça paraît tout à fait, basique. Et d'ailleurs, même les ménages, qui sont justement sous le seuil de pauvreté, ont des smartphones. D'accord? Mhm. Donc la pauvreté, elle va être définie par rapport à ce que les autres peuvent faire. Et si ça devient complètement normal de faire quelque chose, et ben même des personnes pauvres peuvent subvenir à ce genre de besoins. Mais si on est à moins de 60 du revenu médian, ça veut dire que ce que la plupart des autres gens peuvent faire, quelqu'un qui est en deçà de 60 de ce revenu peut pas le faire. Donc le smartphone, c'est Hmm. devenu normal. Donc même les Mhm. ménages pauvres ont des smartphones
plus ou moins de bonne Mhm. qualité, hein. C'est pas forcément des Mhm. trucs Bien sûr. top génération qui valent cher, mais on a quand même tous des téléphones portables, voire des smartphones. En revanche, partir en vacances, ben non. En revanche, aller au restaurant, non plus. Ou en revanche, aller au cinéma, non plus. Parce que Mhm. effectivement, avec 60% du revenu médian, ça fait encore partie des choses qu'on peut pas faire. Et le jour où la société va s'enrichir, parce qu'en fait, on ne fait que s'enrichir au fur et à mesure des décennies et des décennies, voire des siècles, et ben justement, ce qu'on appelle un revenu décent pour pouvoir vivre comme les autres, finalement, bah, ça augmente. Hmm, je comprends. Et du coup, il existe un seuil en dessous, enfin, il y a un terme en dessous pour euh, qui dit bah, comment je fais pour subvenir à mes besoins. Typiquement, enfin, tu vois, les trois quarts de l'humanité qui vivent avec 1 dollar par jour, eux, ils sont quoi alors? Parce qu'en fait, Alors tout à comment on fait, les donc appelle? tout à fait. Donc effectivement, il y a des définitions. Ça, c'est donc là, je parlais de la définition qu'on retenait en France. Alors en France, on retient donc pauvre, c'est 60% de ce revenu médian. Mais on définit aussi extrêmement pauvre, très pauvre et extrêmement pauvre à 50% et à 40%. Donc là, ça commence à faire plus beaucoup de ressources. Et Hmm, effectivement, à 40% du revenu médian, là, on est dans des vraies difficultés de logement, de se chauffage. nourrir, voilà, de se chauffer, de se nourrir correctement, c'est-à-dire avec suffisamment de protéines et de vitamines et donc de légumes et de fruits et de viande, etc., etc. Donc même en France, on peut avoir à l'intérieur de cette catégorie de pauvreté, on peut avoir des sous-catégories de grande pauvreté où la question de subvenir à ses besoins de base comme se vêtir, se nourrir, se loger se pose. Pour ce qui est des pays en voie de développement, la question de la pauvreté relative fait moins de sens parce que, justement, on est plus sur des questions de subvenir à ses besoins et moins sur des questions d'inégalité par rapport au niveau de vie médian. Donc dans les pays en développement, en Afrique, en Asie du Sud, même en Amérique latine, on va appliquer une autre définition qui consiste à avoir un niveau de revenu, dans l'absolu qui permet de se nourrir, de se loger, de se vêtir. On ne va pas D'accord. définir la pauvreté par rapport au reste de la société, on va la définir en des termes absolus. Parce que la question qui se pose dans ces pays-là, c'est vraiment la question de subvenir à ses besoins essentiels. Dans les sociétés plus riches, plus avancées, la définition de la pauvreté va être en termes relatifs parce que quelque part, on a atteint ce niveau de développement social, socio-économique où la très, très, très grande majorité des gens peuvent se nourrir, même si on voit là, par exemple, dans la crise du Covid, que cette question Mhm. revient. Mais ce serait une définition quasiment trop euh, peu ambitieuse, en fait, de définir la pauvreté comme les gens qui peuvent pas se nourrir ou pas se loger. Ça ferait pas Hmm, beaucoup de hmm, monde et ce serait pas très ambitieux en termes de projet de société. Donc on a hmm. adopté une définition plus ambitieuse qui consiste à dire, bah, la pauvreté, c'est pas seulement de pas pouvoir se nourrir, se loger, se vêtir correctement, c'est aussi d'être trop éloigné du reste du niveau de vie normal de la société dans laquelle on vit. D'accord. Et donc, on estime, si je me trompe pas, mais tu vas me corriger si c'est le cas, on estime à 10 millions de personnes le nombre de pauvres en France. Ça, c'est un sixième de la Ah population. voilà, là c'est le chiffre, alors le chiffre que l'on donne avec le seuil de 60% du revenu médian, c'était avant la crise du Covid, D'accord. 8 mi entre 8 et 9 millions de personnes et là, le 10 millions de personnes, c'est, une estimation parce qu'on n'a pas les chiffres encore administrativement qui permettent d'avoir non pas une estimation mais, un chiffre, fondé, Une sur, vision, une ouais. observation. C'est une estimation en tenant compte du fait que depuis un an, on aurait à peu près 1 million de personnes, qui seraient, passées de un peu au-dessus du seuil de pauvreté à en dessous du seuil de pauvreté à cause de la crise sanitaire. D'accord. Et on sait les extrêmement pauvres, ce qu'ils représentent en termes de chiffres, justement, enfin ceux qui sont à 40%, justement. Alors ceux qui sont à 40% du revenu médian, là on est plutôt sur donc à 50% du revenu médian, on est à 8% de la population. Enfin alors là je Mhm. te donne les chiffres de avant la crise Covid. Bien sûr. En termes de pauvreté à 60% du revenu médian, on était à 14% de la population, un peu plus. Ça avait un peu augmenté depuis, le gouvernement, depuis que Macron a été élu président, ça avait un peu augmenté. Donc on était passé de D'accord. 14% à 14,5. Pour ce qui est de la, grande pauvreté à 50% du revenu médian, on était à 8% de la population et Mhm. la très grande pauvreté à 40% du revenu médian, on était plutôt autour de 5% de la population. D'accord. Et Ce qui donc tous représente quand ces même beaucoup de monde, chiffres, hein. ce qui représente quand même beaucoup de monde et tous ces chiffres, ont évidemment progressé dans le mauvais sens,
depuis 1 an, sans qu'on soit encore capable administrativement la remonter et en général décaler d'1 an ou 2. C'est-à-dire qu'il faut 1 an ou 2 après une année pour qu'on puisse, avoir les remontées, sur, le revenu des personnes, les allocations qui sont touchées et toutes les données administratives qui permettent de calculer les taux de pauvreté. Donc ces chiffres sont, pour l'année 2019 et vont s'aggraver, Mhm. augmenter, en Bien 2020 sûr, bien sûr. 2020 et sans doute 2021. et sans doute 2020. Et du coup, dans la description que tu me donnes, j'ai la sensation que le revenu universel, dont on parle beaucoup, n'est pas forcément une solution. Alors du coup, c'est une solution pour sans doute l'extrême pauvreté. Et encore, ça dépend à quel niveau on place le revenu universel. Mais en même temps, ça augmenterait la richesse de tout le monde. Donc du coup, ça marche pas très bien. Ou alors c'est moi Alors, qui... oui, non, c'est une très, très bonne question. En fait, le principe du revenu universel, il porte pas très, très bien son nom parce qu'il n'a d'universel que le nom. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée n'est pas, de verser, donc si on prend un revenu universel à 750 € par exemple, Mhm. en réalité, tout le monde toucherait ces 750 €, mais en contrepartie, d'un impôt un nouvel impôt qu'il faudrait prélever pour le financer. D'accord? Mhm. Mhm. La recette, il faut bien la créer quelque part, d'accord? Mhm. Donc, Madame Bettencourt, mais également nous, par exemple, il est probable et même souhaitable que l'on paye plus d'impôts que 750 € pour financer ce revenu universel Bien et que sûr. donc finalement, nous, c'est neutre. Voire, pour Mhm. Madame Bettencourt, évidemment, elle contribuerait plus que 750 €. Donc en fait, pour elle, à la fin, ce serait, enfin, il y aurait un Un prélèvement, impôt. pour Mhm. pouvoir financer ce revenu universel. Et inversement, des gens qui seraient en dessous d'un certain seuil de revenus, il faudrait définir lequel, toucheraient 750 € et contribueraient moins, voire pas du tout, pour financer Mhm. ces Mhm. 750 €. Donc, si on avait un revenu universel tel que Benoît Hamon l'avait proposé, par exemple, Mhm. tout le monde le toucherait, mais certains paieraient plus que les 750 €, d'autres moins. Donc en fait, en réalité, on voit bien que, ça va quand même permettre à ceux qui sont en bas de la distribution des revenus d'avoir un revenu supplémentaire, alors que ceux qui sont au-delà d'un certain niveau de revenu et les très riches évidemment, eux, ça ferait aucun revenu supplémentaire, voire un peu moins de revenus que ce qu'ils ont aujourd'hui puisqu'il faudrait financer ce revenu. D'accord? Donc Mhm. finalement, pour revenir à la question de est-ce que ça changerait quelque chose à la pauvreté ou pas? Oui, ça changerait quelque chose puisque, les personnes qui ont peu de ressources aujourd'hui, elles toucheraient ces 750 € sans avoir à payer d'impôts pour, le financer. Donc ça les monterait dans leur, par rapport aux revenus qu'elles ont actuellement, ça les augmenterait. Alors que quand on gagne, 2 500, 4 000 ou 6 000 ou plus euros par mois, évidemment, ça n'augmenterait rien du tout parce qu'on paierait un impôt Bien qui sûr. compenserait ce revenu. Donc ça écraserait les écarts. Ça écraserait les écarts sur ce modèle, de financement avec un impôt progressif évidemment. Ça écraserait les écarts entre le bas et le haut de la distribution. Donc ça ferait passer des gens de 60 du revenu médian, un peu en dessous, à certains passeraient au-dessus. Donc c'est effectivement ça 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 serait quand même, une idée, une mesure qui, Mhm. ferait diminuer les taux de pauvreté. Après, ce qui D'accord. est, quand même, aussi une autre dimension de ta question intéressante, c'est que si on fixe à 750 €, je crois que ça avait été un montant discuté justement dans la campagne de Benoît Hamon, Mhm. c'est pas suffisant pour que 100 des gens soient, au-dessus du seuil de pauvreté puisque comme je disais tout à l'heure, le seuil de pauvreté, il est à 1 000 € Bien sûr. actuellement. Donc effectivement, c'est une mesure qui, quelque part, accepte qu'il reste de la pauvreté. Alors, si on Mhm. voulait vraiment éradiquer la pauvreté, entendue au sens relatif, de la définition européenne, bah, dans ce cas-là, il faudrait donner 1 000 Mhm. pour Oui, bien qu'au sûr. moins, voilà, personne ne vive en dessous de 60 du revenu médian. Là, tout le monde aurait au moins 1 000 et là, effectivement, on pourrait dire qu'on a éradiqué la pauvreté. Et alors, la question qui me vient après, c'est de ce que je sais, mais peut-être qu'encore une fois, je me trompe, donc hésite certainement pas à me, à me reprendre. J'ai la sensation qu'il y a beaucoup de gens qui sont pauvres aussi parce que ils ne font pas les démarches administratives pour toucher l'argent auquel potentiellement ils ont droit, c'est-à-dire le RSA et autres. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés avec l'administration, qui ont
des difficultés parfois à lire ou à savoir s'exprimer ou à faire face à l'administration et qui finalement ne touchent pas ces aides. Et donc, il y a aussi ça dans dans une partie du problème ou c'est moi qui... Oui, oui, non, c'est un très gros problème et c'est un problème croissant. Ça peut paraître surprenant, mais en fait, plus ça va, plus ce qu'on appelle le non-recours, donc ce que tu évoques, les gens ne Mhm, demandent pas une allocation à laquelle ils ont droit, comme justement le RSA socle. Il y a aussi la prime d'activité qui est un complément de revenu quand les revenus d'activité sont faibles. Il y a les APL, et puis il y a des allocations un peu plus spécifiques pour des personnes, par exemple, qui souffrent de handicap, ce genre d'allocations. Il y a un taux de non-recours élevé. Et ce taux de non-recours élevé, alors on l'estime par exemple à 30% pour le RSA socle, c'est énorme. Et ouais, il augmente avec le temps. Ce qui est un peu contre-intuitif parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, plus ça va, plus les dispositifs d'aide sont connus parce que, évidemment, mhm, avec le mhm. temps, une fois qu'ils sont créés, ça met un peu de temps à diffuser. Mais bon, voilà. Le bouche à oreille permet que ce non-recours diminue. En fait, il augmente. Et c'est un peu un sujet, un point d'interrogation pour toutes les personnes qui travaillent dans les associations, qui travaillent dans les administrations ou les chercheurs. Pourquoi est-ce qu'il y a plus en plus de monde qui ne demandent pas les aides auxquelles elles ont droit? Dans les questions, dans les raisons que tu évoquais, d'après les travaux qui existent, les difficultés administratives sont une grosse partie de la réponse. Le magma administratif, le fait de ne pas savoir quels sont les contacts, à qui il faut que je m'adresse, sur quel site internet il faut que j'aille. Hmm. Donc ça, c'est une partie importante de la réponse. J'avoue que moi-même, quand on veut travailler un peu sur l'effet de certains dispositifs d'aide, etc., bah, c'est Mhm. assez flagrant de faire l'expérience soi-même, de se connecter sur Internet, d'aller sur le site de la CAF, de taper RSA et d'essayer de remplir le formulaire pour voir à quel point c'est pas simple. J'ai fait l'expérience justement pour me rendre compte. J'ai un doctorat d'économie, des hautes études et pourtant c'est pas simple. Oui. C'est pas simple quand on voit le texte avec conditions d'attribution, plein c'est extrêmement administratif, les termes sont extrêmement administratifs et c'est difficile à comprendre, même pour des gens qui, Oui, a justement, priori, ça devrait être évident, quoi. Alors ouais. effectivement, ça c'est un gros problème, d'où l'idée qui avait été aussi, qui avait été proposée lors de la campagne présidentielle et qui fait partie des éléments, de discussion actuelle, sur la table, c'est de l'automatisation des aides. Donc ça, c'est un gros sujet. En dehors de Mhm. l'histoire du montant, il y a le sujet de l'automatisation et de la simplification pour que justement, il y ait plus de questions à se poser sur quelles sont les démarches à faire, les papiers à remplir, est-ce que j'ai droit, est-ce que j'ai pas droit, qu'est-ce qu'il faut que je justifie et puis finalement tout ça est une montagne pour beaucoup de ménages. On connaît le pourcentage de gens qui ne demandent pas, justement? Et ben donc comme je disais pour le RSA socle, c'est 30. Pour les APL, on est à peu près aussi autour de 30 et ça a augmenté récemment pour les APL, il y avait un peu D'accord. moins de non-recours sur les 10 dernières années. Donc là, on est vraiment sur des un tiers des personnes sur ces aides qui sont quand même les aides principales et qui sont on pourrait penser qu'elles sont relativement bien connues. Un Mhm. tiers des personnes ayant droit ne les touchent pas. Et alors, la question que je te pose après, qui est évidemment éminemment politique, mais parce que comme enfin, c'est un serpent de mer en France qui est les migrants, l'immigration, etc., etc. Est-ce qu'on peut se parler 2 minutes des migrants? Moi, enfin, de ma compréhension, le bilan économique des migrants, il est positif, c'est-à-dire en fait, un humain, il coûte très cher quand il est jeune et puis après quand il est vieux, c'est-à-dire quand il est jeune pour son éducation et puis quand il est vieux pour sa retraite, mais qu'en réalité, la majorité des migrants, ils viennent bah, ils sont pas jeunes, ils sont déjà à force vive, et puis par ailleurs, une fois qu'ils sont vieux, en général, ils rentrent dans leur pays. Donc, est-ce qu'on pourrait aussi se parler, je ne sais pas si tu connais bien ce domaine, mais de l'impact de la migration en France, parce qu'on a quand même un quart des Français qui votent à l'extrême droite, et je pense qu'il y a quand même cette croyance profonde que les gens viennent profiter des aides en France. Alors bon, déjà, on voit bien que si pour toi, enfin, Mmh. postdoc, tu as du mal à le remplir, j'imagine bien que quelqu'un qui n'est pas français, il a encore plus de mal à le remplir. Mmh. Mais
Il y a quand même cette croyance qui est très ancrée en France que les personnes étrangères viennent pour profiter des aides. Oui, oui, c'est une croyance. Alors, c'est une croyance très ancrée, j'espère pas complètement, mais en tout cas, qui fait partie du débat public et notamment, c'est le discours de Marine Le Pen, Mhm. et du Rassemblement national en général. Alors, les chiffres et les études qui existent sur l'impact des migrants sur, par exemple, la préoccupation essentielle, c'est effectivement la ponction des aides, et les effets négatifs que pourraient avoir les migrants sur les salaires. Ça, c'est vraiment les 2 Hmm. grands sujets qui reviennent, en termes économiques, hein. Après, il y a d'autres sujets, plus sur, l'aspect identitaire et cetera. Mais sur le plan économique, c'est vraiment ces 2 sujets-là, les aides et l'effet négatif sur le chômage et le travail des Hmm. natifs, on Des va bons dire. Français. Voilà, et sur ces 2 sujets-là, il y a des réponses qui sont assez claires et dans la littérature empirique en économie, que ce soit sur des données américaines ou sur données européennes, qui montrent que, premièrement, il n'y a pas de gros effets, négatifs sur l'emploi. S'il y en a, ils sont très, très, petits et surtout, ils sont uniquement de court terme. Mhm. Par exemple, je prends un exemple, aux États-Unis où il y a des travaux, vraiment, extrêmement convaincants d'un point de vue de la rigueur scientifique sur l'impact des migrants mexicains sur, Mhm. l'emploi et les salaires des Américains, notamment en Californie et dans le sud, puisque ce sont là qu'arrivent massivement les Mexicains. Mhm. Lors de la crise du pesos, dans les années 90, il y a eu un afflux massif de Mexicains, mais très, très, très important, dans le sud des États-Unis, sud-ouest, donc notamment la Californie. Et ce qu'ont observé les chercheurs, c'est que l'effet sur les salaires américains était, très, très fai il y avait un petit effet négatif, mais vraiment petit en taille au départ, qui s'est rapidement, dilué, qui s'est rapidement, dissous, on va dire, et à Mhm. quelques années après l'arrivée, des migrants, il y avait plus du tout d'effet négatif, sur l'emploi et sur les salaires, des Américains. Donc, il y a vraiment alors on peut pas, nier ces effets qui peuvent être, négatifs à court terme, mais, enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec, je pense, les fantasmes, que, les gens seraient au chômage. Là, on est en train de parler de tout petits effets minuscules, et donc c'est pas ça qui explique le chômage en France, par exemple. Ça, c'est une idée complètement fausse. Ce serait, Hmm. vraiment, et puis en plus, en l'occurrence, on n'a pas de vague migratoire de la taille, de ce dont je parle, Oui, bien en sûr. 95 aux États-Unis avec les Mexicains. Nous, on a des tout petits flux de migrants qui, du coup, ne peuvent absolument, pas expliquer, étant donné les estimations qu'on a dans le reste, du monde, ça peut pas expliquer rien du tout du chômage en France. Donc c'est vrai que Hmm. la science économique est très armés maintenant pour pouvoir rassurer sur le fait que, l'effet de la migration sur le marché du travail, n'est pas du tout, à craindre comme on peut l'entendre dans le discours, c'est à cause de ça qu'on a des chômeurs et cetera. Hmm. Hmm. Et puis par ailleurs, les aides, sociales, il y a pas de différence. Il y a aussi des chiffres qui permettent de le démontrer. Il y a pas de différence, d'emploi entre, ceux qui migrent et ceux qui sont français, et donc Mhm. ils touchent les aides, bah, pas plus, pas moins que tout le monde. Il y a beaucoup de Voilà, il y a beaucoup de fantasmes là aussi sur, on viendrait habiter en France et puis on toucherait que le RSA, puis tout irait bien. Mais en fait non, les gens qui viennent en France, ont envie de travailler comme tout le monde et cherchent du Hmm. travail et occupent des emplois que d'ailleurs les Français ne veulent pas tellement occuper, dans le bâtiment, dans les services, donc ce sont, Hmm. des emplois qui, sont, peu prisés des Français, et qu'on est bien content en fait d'avoir des migrants qui les occupent. Et en tout cas, cette idée que les migrants seraient là pour se rouler les pouces avec leur RSA, ça c'est pas du tout, démontré dans les chiffres. Hmm. Hmm. Et donc ce chiffre qui prouve que la balance économique des migrants est positive, il est réaliste en fait. C'est-à-dire qu'en fait, au final, ils génèrent plus de richesses qu'ils n'en coûtent quelque part. Bah, au final, ils occupent en fait, ce qui est certain, c'est qu'ils occupent des emplois, qui sont, dans des secteurs qui sont des secteurs qui ont du mal à recruter, justement, et que si on n'avait pas cette main-d'œuvre, pour, occuper ces emplois, ben, en fait, ces emplois, ne trouveraient pas, preneur.
Donc, sur certains secteurs, on peut dire que l'effet est extrêmement positif puisque ce sont des secteurs qui auraient du mal à recruter. Et sur Mmh. l'ensemble de l'économie, Mmh. moi je pense que les effets positifs, ils sont pas d'ordre économique. Je pense que sur l'ensemble de l'économie, donc il y a ces secteurs qui bénéficient de cette main-d'œuvre, en général assez peu qualifiés sur des emplois qui sont justement pas très prisés par les natifs, d'accord? Mmh. Sur Mmh. l'ensemble de l'économie, je pense qu'on peut plutôt parler d'effets un peu neutres sur le plan, strictement économique, des, transferts sociaux, c'est ni plus ni moins que le reste de la population, on va dire. Mmh. Et Mmh. les effets positifs, les effets positifs, ils sont plutôt à chercher, sur un angle, on va dire moral, humanitaire, éthique, d'accueillir des gens qui fuient des pays en guerre et qu'évidemment, Mmh. c'est extrêmement positif de pouvoir accueillir des personnes, qui fuient la Syrie, qui fuient des dictateurs ou des États dans lesquels, ils sont, menacés, leur vie est vraiment menacée, par des conflits, politiques. C'est ça l'effet positif en fait. Bien sûr, C'est, bien sûr. Évidemment, il est hautement moral. Et puis, il y a une question qui, moi, m'occupe beaucoup, et parce qu'on m'en parle à chaque fois, et généralement, ce ne sont pas des pauvres qui me posent la question, nécessairement, c'est celui de l'écologie, en me disant, oui, mais l'écologie, c'est super, mais bon, tu comprends bien que les pauvres, ils peuvent pas se permettre, donc, en fait, c'est un non-projet. Et donc, je voudrais aborder avec toi ce sujet de l'écologie et de la pauvreté, et voir est-ce que ce sont effectivement deux concepts qui sont contradictoires quelque part. D'un côté, il faut avoir d'abord résolu la pauvreté, entre guillemets, pour résoudre la problématique environnementale. Ou est-ce que c'est... bon, moi, évidemment, mon avis, il est plutôt à l'inverse, hein, mais ou est-ce que c'est plutôt l'inverse? Alors, c'est l'inverse et c'est pas l'inverse. C'est-à-dire que, je vais partir, d'abord de, pourquoi on pourrait penser que ça s'oppose et je pense qu'il faut qu'on revienne aux gilets jaunes, en fait. Parce que c'était ça, Mm. le moment où on a un peu ressenti cette opposition entre écologie et pauvreté. C'est qu'on a bien vu Ouais. que les gilets jaunes, ce Entre fin sont du mois et justement fin du monde, ouais. voilà, fin de mois, Mm. fin du monde. C'est justement, des ménages qui étaient, alors pas spécialement les très, très pauvres d'ailleurs, mais plutôt des Mm. personnes qui avaient, un revenu, équivalent à peu près au SMIC, donc juste peut-être un peu au-dessus du seuil de pauvreté. Ce sont surtout ceux-là qu'on a retrouvés sur les ronds-points et qui, effectivement, ne pouvaient pas imaginer qu'on supporter une taxe supplémentaire, sur l'essence, étant Mhm. donné que leurs revenus justement leur permettaient justement d'être juste bien, mais pas il y avait pas de marge quoi. Il y avait pas de marge pour eux. Mm. Si il fallait payer plus cher, l'essence et donc tous les frais de transport, pour pouvoir aller travailler, conduire les enfants à l'école, faire ses courses et cetera, ça nécessitait forcément pour eux de faire des sacrifices sur des choses qui sont déjà pas des choses, pas du luxe quoi. Parce Mm. que Mm. justement on parle de gens qui ont 1 200 € de revenus par mois. Et donc Mm. là, on a senti la contradiction et je pense que cette contradiction, elle était tout à fait entendable. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a 1 200 € pour une équivalent d'une personne par mois, eh ben, on est déjà obligé de compter, quand on fait ses courses, est-ce que je prends le paquet de Évidemment. céréales machin ou le paquet de céréales machin? On est déjà obligé de compter, c'est pas facile, on va pas au resto tous les jours, on part pas en vacances et cetera. Donc rajouter une taxe pour ces gens-là, ça avait effectivement un caractère, où là, l'écologie, non quoi. Merci, mais non. Mm. En Mm. fait, c'est parce que je pense, et donc là, je vais revenir sur le fait qu'il y a pas de contradiction. Il y avait une contradiction dans la façon dont ça a été présenté et fait, imaginé par le gouvernement, mais il y a pas de contradiction dans l'absolu. C'est-à-dire que dans l'absolu, il aurait fallu que le gouvernement, anticipe s'ils avaient une vision un tout petit peu plus, sensible à la pauvreté et à ce que ça veut dire concrètement tous les jours. Ils auraient dû anticiper que, certains ménages pouvaient payer cette taxe carbone, mais que pour d'autres ménages qui sont justement des ménages justes en termes de Mm. ressources, ceux-là, la taxe carbone, il fallait, faire un transfert, monétaire, compensatoire de manière à ce qu'on n'oblige pas des gens qui, sont déjà un peu justes à payer encore plus. Donc il fallait faire en sorte que Mm. cette taxe carbone, ne soit pas distribuée, de manière, régressive, c'est-à-dire les plus pauvres payent plus, mais soit Mm. au contraire, distribuée de manière progressive, c'est-à-dire que plus on est riche, plus on paye. Mm. Il y avait une injustice crasse qui est que les billets d'avion ne sont pas soumis aux mêmes taxes déjà que l'essence. Il y a moins de taxes sur les billets d'avion, sur le kérosène
que de taxes sur l'essence, ce qui paraît profondément injuste. Et donc, il faut remettre de la justice dans l'écologie et dans les taxes qui vont avec. Donc, il n'y a pas de contradiction en soi, mais la façon dont le gouvernement l'a présenté, effectivement, a mené à une contradiction entre l'écologie et la pauvreté ou la justice sociale, en tout cas. En fait, il y a moyen de alors, après, sur la question donc sur les taxes, en tout cas, il y a moyen de faire des choses progressives. Voilà, ça c'est la conclusion. Il y a moyen de faire, par exemple, que les taxes soient pas seulement, portent sur des biens. Les taxes écologiques portent sur des biens qui sont plus souvent consommés par des ménages riches. Il y a une chose, par exemple, qui a été faite en Angleterre, qui est très, très intéressante et qu'on aurait pu et qu'on pourrait faire en France, justement, pour éviter le mouvement des gilets jaunes. Ça aurait été beaucoup plus malin. C'est ce qu'on appelle les péages urbains. Les péages urbains, ça consiste à dire, voilà, quand on arrive dans une zone urbaine où le transport en commun est suffisamment développé pour qu'on puisse se transporter sans sa voiture individuelle, et si on décide quand même de rentrer avec sa voiture individuelle, là, on paye. Mais donc, ça veut dire que c'est l'inverse de ce qui se passait avec les gilets jaunes, où en fait, les gilets jaunes, la taxe, elle allait surtout taxer ceux qui habitent en zone périurbaine ou à la campagne ou dans des petites communes qui n'ont pas justement des réseaux de transport où les gens sont obligés d'utiliser leur voiture, qui sont justement ces ménages qui sont à la base pas très riches et pas du tout assez riches pour supporter une taxe supplémentaire. Donc voilà, donc l'écologie, après il y a énormément de choix politiques pour faire que l'écologie soit complètement compatible avec une lutte contre la pauvreté. Et puis là, on voit que évidemment Macron s'est complètement planté sur la façon de le faire. Effectivement, il y a la taxe carbone. Je pense qu'en fait, si on ouvre un peu plus et qu'on regarde 2020, je pense que en fait, la vraie réponse à cette question de la taxe carbone, c'est surtout de changer notre manière de travailler. Donc, on n'a pas eu le choix en 2020, mais là, je crois que, alors même s'il y a beaucoup de gens qui sont, et en particulier, je pense, les populations les plus pauvres, en l'occurrence, qui sont obligés de se déplacer, parce qu'en l'occurrence, c'est des métiers souvent manuels. Mais c'est vrai que à partir du moment où tu ne te déplaces pas, où tu changes la manière de travailler, où tu réenvisages le travail, tu génères moins de transport. Mais après, de manière plus large, et si on développe un peu plus la question de l'écologie à manger bio, par exemple, choisir ses produits qui sont nécessairement un peu plus chers. Comment on peut allier ça, tu vois, le local, avec la pauvreté? Ouais, non, ça c'est un autre aspect intéressant, c'est justement, alors ça rentre encore dans les taxes carbone parce qu'effectivement, si on taxait les produits alimentaires ou les vêtements à leur vrai coût au sens pas seulement du coût de production, mais aussi du coût écologique parce que quand un jean vient de Chine, aujourd'hui le prix du jean qui vient de Chine incorpore la main-d'œuvre chinoise, le tissu qui a été utilisé dans l'usine chinoise, etc. Donc tout ça est très 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 peu cher. Ça intègre le transport du jean de Chine en France, mais dans ce prix de transport, on n'intègre pas le vrai prix, c'est-à-dire celui qui prendrait en compte les émissions de CO2 qu'il faudrait justement valoriser dans le coût de transport. C'est-à-dire que le coût de transport, ça va juste être le coût de l'essence, etc. Mais justement, aujourd'hui, les moyens de transport, que ce soit l'avion, le bateau, le train ou tous les moyens de transport qui sont utilisés pour le commerce international, tous ces moyens de transport sont moins chers que ce qu'ils devraient être si on incorporait l'empreinte écologique qu'ils font subir à la planète et avec tous les dégâts économiques et sociaux qui s'ensuivent. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on doit faire, et c'est souhaitable, on doit incorporer dans toute chose qui est produite le vrai prix qui correspond à l'empreinte carbone de ce produit. Effectivement, beaucoup de produits qui sont aujourd'hui très, très peu chers, alimentaires ou vestimentaires ou autres, vont augmenter. Alors le local, lui, c'est bien parce que le local, il va pas augmenter parce que justement, il est local.
par D'accord? définition. Le bio va pas beaucoup augmenter. Alors le local bio, il va pas augmenter, il est déjà plus cher Mm. aujourd'hui que les autres, mais ce sont les autres produits qui vont augmenter et ceux-là, justement, ils vont Mm. rester à peu près au même prix puisqu'en fait, ils sont déjà peu émetteurs, de CO2. Alors comment on fait dans un monde où la plupart des produits qu'on consomme aujourd'hui à bas prix augmentent? Puisque Mhm. justement, il faut enfin que les prix, en fait, finalement, rejoignent une réalité, qui est la Mhm. réalité du coût écologique de ce produit. Bah, là, il faut, c'est un peu comme l'idée de la taxe carbone qui avait été imaginée. Il faut faire des transferts et ça revient peut-être à notre question du revenu universel de tout à l'heure. Il faut faire les transferts qui permettent une solidarité, pour, des ménages qui, effectivement, aujourd'hui, on peut reconnaître que certains ménages n'auraient pas les moyens pour, manger, des, aliments peu émetteurs de CO2, pour se vêtir avec des vêtements peu émetteurs de CO2, parce que ça veut dire que ce sont des vêtements qui sont produits localement, avec une main-d'œuvre Mhm. française, donc beaucoup plus chère, Mhm. avec des produits plus de qualité, donc plus chers et cetera. Mhm. Donc Mhm. il faut mettre en place, pour tous les ménages qui vivent avec un revenu suffisant, bon, bah, ceux-là, ils vont peut-être manger, un peu moins ou partir un peu moins en vacances, mais c'est pas trop grave. On est en train de parler de mettre un peu moins de ses ressources, sur des loisirs pour en mettre un peu Mhm. plus sur une alimentation de haute qualité et peu émettrice de CO2, des vêtements de haute qualité, peu émetteurs de CO2, ça va. Pour des ménages qui sont vraiment au seuil de pauvreté, juste en dessous ou juste au-dessus, effectivement, là, il faut des compensations et il y a pas de problème, ni philosophique, ni économique à avoir ce type de compensation qui soit ciblé sur des ménages, pauvres, pour aider ces ménages face à une évolution des prix qui doit nécessairement être à la hausse pour tenir compte, des émissions de CO2. Mhm. Et on envisage aujourd'hui, parce que quand j'écoute par exemple Jean-Marc Jancovici ou d'autres personnes du Shift Project, tu vois, quand tu parles du prix du CO2 et de la tonne de carbone, aujourd'hui, en particulier dans l'aviation, enfin, on le voit bien quand on compense c'est très très peu cher, c'est à peine 1 euro, je crois, de la tonne de CO2. Et il y a des personnes, ben, typiquement Jean-Marc Jancovici, qui te disent, en fait, la tonne de CO2, si vraiment on voulait la compenser, on devrait la facturer 1000 euros. Bon, bah, donc du coup, évidemment, ça ferait changer de manière très drastique le vol en avion, ça c'est une certitude. Mais de manière plus large, ça aurait un impact majeur sur le transport des biens. Via ce capitalisme un petit peu effréné qu'on a mis en place durant, je dirais, les 70 dernières années. Donc, est-ce que toi, tu as des notions aussi sur ce prix du carbone, une sorte de prix juste? Je sais pas exactement ce que ça pourrait dire, mais... Alors moi, c'est pas ma spécialité enfin ma spécialité n'est pas effectivement sur le chiffrage de, quel serait le Hmm, prix hmm, juste de la tonne, carbone. Là, il y a vraiment des gens qui sont hyper spécialisés là-dessus, des économistes de l'environnement et d'énergie, avec hmm, des ingénieurs qui pourraient, donner, une estimation de quel serait le vrai prix, à mettre en face d'une tonne de carbone. En fait, ce prix, je peux expliquer le principe, hein, c'est assez simple. mhm, Le mhm, prix, comme toute externalité, donc externalité, c'est un effet indirect qui n'est pas internalisé dans le prix justement. Heu, mhm, il faut calculer donc quand on émet du CO2, il faut calculer, de manière, assez, précise les dégâts que ça provoque, en termes environnemental et social et ensuite il faut monétiser ces dégâts. Alors c'est tout un travail, qui peut, paraître, un peu une gymnastique, mais bon, voilà, il y a des gens qui travaillent pour le faire de plus en plus finement, rigoureusement, de chiffrer, l'impact, de ces émissions en termes monétaires. Et une fois enfin, même si on n'est pas, comment dire? Même s'il peut y avoir des débats importants sur la façon de chiffrer, mais on n'a pas inclus ça, mais on a inclus ça et cetera et cetera. Enfin, je veux dire, c'est quand même mieux de faire quelque chose que rien. Donc on va pas bien attendre sûr. que le calcul soit super parfait, que toute la communauté scientifique soit complètement unanime sur le fait que ce soit le calcul juste pour faire quelque chose. Je pense que, parce qu'il y a un peu cette tendance à dire: «Oui, mais comme on sait pas très bien chiffrer, l'impact, en termes monétaires, des émissions de CO2, on fait rien». Non, on a quand même des Hmm, estimations qui valent ce qu'elles valent, mais qui permettent d'avoir au moins un premier ancrage et puis ça évoluera dans le temps quand, scientifiquement, on sera de mieux en mieux capable de monétiser les dégâts des émissions de CO2. Et hem,
Et c'est vrai que l'implication que ça aurait, ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est que Mhm. oui, il faudra accepter que le prix de l'avion augmente énormément. Mhm. De toute façon, on voit qu'il y a une absurdité quand même, hein. Je veux dire, bon, moi, justement, je me suis mise à beaucoup, beaucoup, beaucoup moins prendre l'avion parce que je pense qu'effectivement, Mhm. mon cerveau a commencé à intégrer le fait que le prix de l'avion mais n'avait aucun rapport avec l'impact que pouvait Mhm. avoir mon vol d'avion, et ça pose un problème moral. Mais c'est vrai, quand tu sais que tu peux aller à Barcelone pour 60 euros en venant de Paris ou de Rennes, tu te dis non, il y a quand même un gros souci, c'est pas possible. Mhm. Mhm. On sent bien que les prix des billets n'ont aucun rapport. Quand on sait les émissions de CO2 que ça provoque, Mhm. on voit bien qu'il y a un problème, on sent bien qu'il y a un problème et que il va falloir accepter que prendre l'avion soit un vrai bien de luxe, qu'il faut faire certainement un peu, mais pas trop, parce Mhm. que ça cause des dégâts et que ce sont normal que ces dégâts ils aient un prix, quoi. Donc Mhm. oui, il y aura une restriction sur le nombre de vols qu'on pourra faire et on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que si on veut vraiment rendre cette planète plus vivable en termes de réchauffement climatique et d'émissions de CO2, il faudra accepter que prendre l'avion soit plus cher. Il n'y a pas à tortiller. Il faudra accepter que prendre le bateau soit plus cher. Il faudra accepter qu'acheter son jean en Chine soit plus cher que ce que c'est Mhm. aujourd'hui, pour justement intégrer dans nos actes de consommation notre impact sur l'environnement. Très bien. Et alors, si je reviens sur cette définition que tu as donnée tout à l'heure de l'ultra-pauvreté, des très pauvres et des pauvres, de ce que je comprends, il y a dans une société nécessairement toujours des pauvres, parce qu'en fait, puisque c'est les gens qui vivent quelque part en dessous de la médiane, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas, De et moins 60%, ouais. 20%, Ouais. ouais, ouais, Mmh. moins 40%, pardon. Ouais. C'est quoi, du coup, une société saine pour toi? Ce serait une société où il n'y aurait pas d'ultra-pauvreté, où il y aurait comment, enfin, Ah oui, pour de moi, ton point de vue, tu vois, qui est experte. ah oui, non, pour moi, effectivement, une société saine, je crois que c'est le bon mot en plus, saine, c'est une société où on n'a personne en dessous de 60% du revenu médian. Je pense que c'est Hmm. sain. Alors, ça veut dire justement pas seulement des gens qui peuvent manger, se nourrir et se vêtir, parce que ça, à la limite, ça laisserait encore, enfin, ça, c'est plus facile à atteindre comme objectif, hein. Que tout le monde Bien puisse sûr. se nourrir, se vêtir et se loger, c'est plus facile à atteindre. Mais je pense que ça suffit pas. C'est pas sain, parce que dans ce que tu emploies comme mot, le mot sain, je pense qu'il y a une volonté de solidarité et de justice sociale. En fait, pour le dire autrement, il y a aucune raison qu'une personne euh, qui ait des écarts dans la société aussi importants Hmm. que ce qu'on peut voir aujourd'hui, où des personnes gagnent des millions et des millions, et d'autres n'en ont même pas 1 000 € par mois. Hmm. Hmm. Il n'y a aucune justification en termes de mérite. Est-ce qu'on peut vraiment se regarder dans les yeux et se dire que une personne qui ne trouve pas d'emploi, qui galère avec un RSA à 165 € mérite ce qu'elle a par rapport à tel PDG qui gagne des millions et des millions, ou tel joueur de foot, aussi talentueux soit-il comme Mbappé? Est-ce qu'on peut se regarder dans les yeux et se dire: «C'est mérité»? Je pense Hmm. que la réponse est non. Je le pense de manière extrêmement profonde, et je pense qu'il faut que, on réalise justement cette injustice qui ferait qu'on peut gagner 30 millions d'euros par an versus 565 € par mois, et qu'en fait les différences de qualité entre les personnes ne justifieront jamais ces écarts. Bien sûr Donc que non. donc une société saine, c'est une société qui, quelque part, prend en compte que la distribution des revenus n'a pas de sens en termes de justice sociale, et que c'est absolument normal de redistribuer de façon à ce que personne n'ait en dessous de 60 € du revenu médian. Et est-ce que c'est une politique qui peut s'envisager au niveau national? Parce qu'en fait, l'idée qu'on a, enfin, je vais te sortir les expressions qu'on entend un peu partout, et en même temps, c'est quand même, tu vois, une forme pas de philosophie populaire, mais en tout cas, voilà, de discussion de comptoir. Il y en a une qui est, c'est toujours les plus riches qui payent, ou c'est toujours les mêmes qui payent. Il y en a une autre qui est, bah oui, mais si on fait ça, les plus riches, ils vont partir à l'étranger, donc finalement,
en les taxant plus, on va taxer zéro parce qu'ils seront partis. Euh, donc la question que je me pose, c'est ouais, est-ce que ça peut se gérer au niveau national, ce genre de décision, ou est-ce que il faut attendre une sorte de consensus international pour le mettre en place, consensus qui n'arrivera évidemment jamais, mais voilà, c'est d'où la d'où la question. Alors, oui et non, et je pense que le consensus peut arriver et va même peut-être D'accord. probablement arriver en Europe. Alors, je parle pas de la semaine prochaine, je parle pas non plus de l'année prochaine, mais je pense dans la décennie qui Mhm. vient. Moi, je suis assez confiante sur la capacité qu'auraient les Européens à se mettre d'accord sur une taxation. Alors, on parle de taxer à la fois les revenus du capital. Mhm. On parle plutôt d'effectivement de taxer des choses qui sont aujourd'hui très mobiles et qui, quand par exemple un investisseur investit son capital dans un pays, si ce pays montait fortement sa taxation sur les revenus du capital, ce serait assez facile pour lui d'enlever ses capitaux, de le mettre dans un pays Mhm. voisin. Donc Oui. ça, c'est un truc très mobile, le capital. Les personnes, les revenus du travail sont moins mobiles. Quand vous Mhm. avez quelqu'un qui travaille comme, je sais pas moi, un grand chirurgien au CHU de Lyon, ou même un footballeur comme Mbappé, par exemple, Mhm. alors c'est pas, Mbappé peut changer de club, aller à Madrid pour effectivement échapper à une taxation plus élevée, mais les personnes sont moins mobiles que les capitaux, clairement moins mobiles. Mais on a quand même un souci sur des très 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 hauts revenus de gens qui effectivement pourraient euh, avoir tendance à changer de pays pour avoir des taux de bénéficier de taux de taxation Mhm. plus Mhm. bas. Et puis ensuite, il y a le sujet effectivement de l'impôt sur les sociétés. Les sociétés, aujourd'hui en France, elles sont taxées à 33%. Il y a Mhm. une tendance entre les pays à baisser, 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 baisser. Trump a fortement baissé le taux d'imposition sur les sociétés. Mhm. L'Allemagne est un peu en dessous de nous. Donc on voit bien que la tendance, elle va être à essayer d'avoir des taux de taxation un peu plus bas que ses voisins, de manière à avoir un peu plus des sociétés qui choisissent de s'implanter Mhm. dans son Mhm. pays que dans d'autres. Donc c'est vrai, on peut pas se cacher la face. C'est vrai que il faut essayer de coopérer, au moins au sein de l'Europe, Mhm. parce qu'en fait, un entrepreneur, il va rarement décider d'aller au Burkina Faso. Je veux dire, faut pas se Mhm. leurrer, il va Mhm. quand même décider entre Allemagne, France, Royaume-Uni, Luxembourg, Belgique, France, voilà, bon, Espagne, Italie, mais ça va. Je pense que s'il y avait une coordination au niveau de l'Europe, ça permettrait déjà, sans aucun souci, de remettre des taux de taxation à des niveaux corrects. Aujourd'hui, Mhm. les très riches payent moins d'impôts en pourcentage de leurs revenus que le reste de la population. Donc Comment aujourd'hui, ça? c'est incroyable, mais c'est des travaux justement très importants de Thomas Piketty, Camille Landais et Mhm. Emmanuel Saez qui l'ont démontré. Quand on cumule toutes les taxes que l'on paye, en fait, le gros des taxes que l'on paye, c'est les cotisations sociales. Mhm. Les cotisations sociales, elles portent sur les revenus du travail. Mhm. Ensuite, il y a une autre grosse taxe qu'on paye, c'est la TVA. La TVA, elle porte sur Mhm. la consommation. Tout le monde Mhm. consomme en pourcentage de son revenu. Les pauvres consomment même tout Mhm. leur revenu, alors que les riches consomment même pas tout leur revenu puisqu'ils épargnent une partie. Bien sûr. Donc, ces mécanismes-là, le fait que les taxes portent essentiellement sur les revenus du travail via les cotisations sociales et via la TVA, en fait, l'impôt sur le revenu, il est très marginal par rapport à l'ensemble des taxes justement qui sont prélevées via les cotisations sociales et la TVA. Donc, Mhm. et il se trouve en plus que les riches arrivent à optimiser, grâce à des conseillers fiscaux, etc. Ils arrivent à optimiser pour payer le moins d'impôts en justement faisant jouer des trucs de donations qui sont défiscalisées, enfin plein de choses. Donc, Mhm. et ça s'est aggravé puisque Macron a mis en place une taxe forfaitaire unique concernant les revenus du capital, et a enlevé une partie de l'ISF pour ce qui est de la taxation sur le patrimoine, Mhm. en sortant les biens, les actifs financiers de l'impôt sur la fortune. Donc tout Mhm. ça fait que c'était déjà le cas avant et c'est encore plus le cas depuis que justement la fiscalité a été encore plus gentille à l'égard des riches. Les riches Mhm. payent en pourcentage de leurs revenus moins d'impôts. Les 3% les plus riches payent moins d'impôts
en pourcentage de leurs revenus que les 97 autres pourcents de la population, y compris les 10% les plus pauvres. Ce qui est complètement fou. Et ça, c'est l'issue. Et justement, ça, c'est l'issue, c'est la conséquence de cette concurrence internationale de moins-disant fiscal on essaye de garder les riches en leur faisant des cadeaux, des montages qui leur permettent de pas payer trop d'impôts. Enfin, en tout cas, eux, ils savent très bien faire jouer avec les règles fiscales pour le faire. Donc, si on n'a pas cette coordination entre pays, au moins européens, pour dire, voilà, on va simplifier les taxes, on va mettre une taxe sur le capital à temps, une taxe sur les revenus du travail ou une taxe sur la grande fortune, tous en commun, effectivement, on aura toujours tendance à se faire concurrence les uns les autres. Et ça, c'est aux dépens d'une redistribution qui paraît pourtant normale, en fait. Il est normal que quelqu'un qui gagne très, 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 très bien sa vie contribue à ce que ceux qui sont sans emploi, qui sont cabossés par des chocs de la vie, etc., et au moins 600, 700, 800, peut-être 1000 euros pour vivre. Bien sûr. Bien sûr. Donc on peut déjà améliorer des choses, hein, je veux dire, sans attendre une coordination européenne. La France peut déjà, les réformes fiscales qui ont été faites, par exemple, comme la réforme de l'ISF, va totalement dans le mauvais sens et on n'était pas du tout obligé de le faire. D'ailleurs, ça n'a pas fait revenir massivement des investisseurs, comme le prouvent les travaux de l'évaluation de cette mesure. Donc, il y a déjà des choses qu'on peut améliorer, de remettre de la justice sociale, rien qu'au sein de la France. Mais ensuite, si on veut effectivement avoir une ambition redistributive un peu plus importante, là, c'est important de travailler à ce qu'au niveau européen, dans les 10 prochaines années, on s'accorde sur un niveau de taxation des entreprises et du capital en commun. D'accord. Et juste pour mémoire, pour être dans les 5% les plus riches des Français ou dans les 1% les plus riches des Français, il faut avoir quel capital ? Alors ça, je saurais dire en termes de revenus du travail. En termes de revenus du capital. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on a souvent tendance à définir la richesse sur les revenus et pas sur le patrimoine. En termes de revenus, pour être dans les 20% les plus riches, il faut gagner au-dessus. Alors là, on va parler pour une personne seule, parce qu'effectivement, sinon, il faut prendre en compte la composition du foyer. Mais pour une personne seule, au-dessus de 33 000 euros par mois, on est déjà dans les 20% les plus riches. Et au-dessus de 4 000, 4 500 euros par mois, on est dans les 5% les plus riches. Donc, c'est pas 33 000, alors c'était 3 300, parce que tu as dit 33 000 par mois, donc ça me paraissait. Ah non, 3 000. Oui, non, pardon. Ah oui. Non, pour être par mois, pour être dans les 20% les plus riches, il faut gagner plus de 3 000 euros par mois. Et là, déjà, on est dans les 20% les plus riches. Et pour être dans les 5% les plus riches, ça va plus être autour de 4 000, 4 500. D'accord. Et c'est fou parce que souvent, quand on gagne ce montant-là, quand on gagne quelqu'un qui gagne 4 000 euros par mois, va en général sous-estimer complètement sa position dans la distribution des revenus. Il va souvent croire qu'il est à peu près à la moyenne, alors qu'en fait, pas du tout. Il est déjà dans les 10% les plus riches. Et quelqu'un qui, en fait, on a toujours tendance à voir le verre à moitié vide et à voir ce qui est au-dessus de nous et pas ce qui est en dessous. Alors ça, c'est un biais qui est bien renseigné en économie comportementale, ce qui amène les gens à toujours penser qu'ils sont moins riches que ce qu'ils sont. Oui, bien sûr. Il y a un énorme biais de perception sur la position qu'on a dans la distribution des revenus. Hyper intéressant. Et du coup, ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Alors, je pense que je voudrais claquer la porte à quoi ? Je voudrais claquer la porte à l'idée que ce qui arrive à quelqu'un n'est que grâce à lui ou qu'à cause de lui. Ça me paraît vraiment le nerf de la guerre
en termes de solidarité et de redistribution et justement de lutte contre la pauvreté. Que quelqu'un qui gagne très bien sa vie reconnaisse à quel point il a bénéficié d'une société, il a bénéficié d'un système, un système favorable lui a permis d'en arriver là. Il a bénéficié des autres, il a bénéficié du système éducatif, il a bénéficié d'une famille qui a pu le soutenir ou l'encourager. Donc que les gens reconnaissent ce dont ils ont bénéficié quand ils ont réussi, et que inversement, qu'on claque la porte à ce que on reconnaisse aussi que quand quelqu'un échoue, est en difficulté, tous les accidents, tous les obstacles qui se sont mis sur sa route. Donc, qu'on claque la porte à l'idée d'un mérite individuel, que ce soit dans l'échec ou dans la réussite. Ça, je voudrais vraiment claquer la porte à ça, parce que, bon, moi, il se trouve que la motivation derrière mon travail de recherche, c'est justement de mettre en évidence les effets de circonstances, les effets de contexte, et de claquer la porte à cette vision du mérite individuel. Et c'est une étape nécessaire à aller vers une solidarité pour une société justement inclusive où on laisse pas les gens au bord de la route. Et on est solidaire, mais pas par charité, on est solidaire par devoir. Parce qu'en fait, ce que l'on redonne n'est pas vraiment complètement à nous. Voilà. Complètement. Merci beaucoup, Élise. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.